Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. C'était jour de Coupe Nationale aujourd'hui. Il y a 3 finales de Coupe Nationale. Donc je vais pas faire 3 vidéos parce que ça va être fatigant. Ça va être fatigant pour moi à tourner, ça fait trop de vidéos. Bon, je vais faire 3 débriefs dans une seule vidéo. Qui sera celle-là. Alors, on va commencer déjà par Manchester United contre Manchester City. Pep Guardiola. Le plus grand coach de tous les temps. Vraiment, parfois, je le comprends pas. On a une équipe de United qui perd contre des équipes de niveau moyen, qui d'ailleurs, en demi, a failli prendre une remontada contre une équipe de deuxième division, je crois. Donc, t'as pas besoin de beaucoup pour les battre. Et là, Guardiola, pour battre United, nous ressort son milieu en boîte qu'il n'avait pas fait depuis un moment. Si son but, c'était d'essayer de faire cohabiter Foden et De Bruyne dans l'axe, alors déjà, c'est clairement raté. Franchement, c'est raté. Et il s'est privé de l'apport des côtés, ce qui a rendu City inoffensif. Parce qu'en plus, l'animation du côté droit était vraiment bordélique. Autant à gauche, il y a Gvardiol, c'est clair, et Foden qui peut venir dans le demi-espace et se balader dans l'axe. Autant à droite, Walker est bas, Bernardo Silva se balade à gauche et dans l'axe. Et pendant ce temps, De Bruyne est mi-axe, mi-second attaquant. Je trouve que niveau placement, c'est hyper fouillis. Et du coup, ils n'arrivent pas à se montrer dangereux. Moi, j'ai aucun problème à se montrer créatif en tant que coach et avoir des certitudes. Mais je reste convaincu que... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Je reste convaincu que dans les grands matchs, à cause de plein de facteurs comme l'enjeu, le stress, la fatigue parce que c'est en fin de saison, etc., c'est mieux de faire des choses simples, où les joueurs ont des habitudes et des repères. Alors, ça n'engage que moi, hein, et Guardiola, c'est un très grand coach. Il a démontré et confirmé qu'on peut autant gagner que perdre, je dirais, en modifiant sa structure de jeu. Donc, il fait ses choix, etc. Mais moi, franchement, je suis pas vraiment convaincu. En deuxième mi-temps, il a fait des changements, en faisant entrer Doku. Et évidemment, il a permis à City de se créer plus d'occasions par Doku. City s'est créé plus d'occasions qu'en première, mais je pense que c'est surtout parce que United a accepté cette domination pour défendre ses 2 buts plutôt que de vouloir en marquer un troisième. Parce que j'ai même pas parlé des buts. Le premier, bon déjà, ils sont pris dans le dos. Ok, pas de souci. Stones couvre, mais il essaie d'être aligné. Pas de problème avec ça. J'ai plus de mal après. Déjà, Gvardiol, je trouve qu'il met trop de temps pour passer devant Garnacho. Dans le sens où il coupe son sprint pour intervenir, au lieu de continuer à accélérer pour passer devant. Il passe pas devant, mais il prend l'ascendant. Sauf que Ortega sort, et quand c'est comme ça, tu balances en touche. Tu balances la balle au-dessus des tribunes, derrière le stade, où tu veux. Mais jamais tu fais la passe. Parce que vu la distance entre les deux, soit le gardien pourra pas la maîtriser, et là, tu risques d'être en danger. Soit la balle, il va avoir un faux réflexe, il va essayer de mettre la main, c'est carton rouge du gardien. Soit il se passe ce qui s'est passé, le ballon n'arrive pas sur le gardien. Et l'attaquant, ici Garnacho, n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Donc grossière erreur, franchement, à ce niveau. Qui est plus, à mon avis, à mettre au crédit de Gvardiol que d'Ortega. Et ensuite, le deuxième but de United... Encore un ballon dans le dos de la défense, mais latéral cette fois. Garnacho fixe Gvardiol. Et Fernandez, il est tout seul dans la surface. Comment ça se fait qu'il est tout seul? Qui doit gérer ce gars-là? Eh ben c'est la paire Kovacic-Rodri, qui doivent se relayer son marquage en fonction de la zone où il se situe sur le terrain. Sauf que, juste avant, l'action juste avant, City a eu une occasion, et Rodri était en position d'ailier, et il avait fait un centre en retrait pour De Bruyne qui a été contré, je crois. Et l'action a continué. Et avec jusqu'à arriver à la transversale de Rashford pour Garnacho. Et Kovacic était venu presser le porteur au moment du contre. Foden a fait l'effort pour compenser l'absence de Rodri, donc il est venu décrocher. Et quand Garnacho a le ballon, après la transversale, les deux sont à la traîne. D'ailleurs, c'est pas le seul, hein. Walker aussi il est à la traîne. Ils sont tous à la traîne. Fernandez voit qu'il est tout seul, il lève la tête, il regarde, il voit qu'il est tout seul et il accélère pour venir prendre l'espace. Garnacho le sert, intelligemment, il met la balle en une touche de balle à Kobbie Mainoo.
Parce que Stones, il est obligé là de sortir dessus. S'il est tout seul dans l'axe, il est obligé de sortir dessus. Et intelligemment, Fernandez, il sait très bien que Stones va arriver, qu'il va se mettre dans son champ, etc. Il pourra pas enchaîner avec la frappe, enfin, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il anticipe la sortie de Stones sur lui avec la passe. Hop, frangipane pour Meinu, qui profite du retard de Walker pour ajuster Ortega. Pourtant, hein, ils bossent les contres défensifs, City, je vous le dis. Hein. Ils bossent les contres défensifs. Et ils se sont fait avoir comme des bleus. Et en plus, c'était pas un contre hyper rapide. Hein. C'était un contre vraiment tranquille. Hein. Il y a eu un long ballon, etc. Ils avaient le temps de revenir. Finalement, en fin de match, Doku marque grâce à une erreur de Onana. Parce que franchement, là, il doit faire mieux. Hein. Ok, il y a des rebonds, mais je vous dis souvent, le rebond, c'est voilà, le tir le plus difficile pour le gardien, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, la balle, elle fuse pas, elle accélère pas. Ok, il est un petit peu masqué par le départ du ballon, mais la frappe n'est pas très forte. Et en plus, il est dessus. Il sait qu'il est fautif. D'ailleurs, il frappe le poteau de rage juste après. Mais il pourra se consoler avec le fait que City ne reviendra pas. Parce qu'ils ont raté leur finale, notamment en première mi-temps, et ils en ont payé les pots cassés. Et c'est une réflexion que j'ai en tête, mais je sais pas, donnez-moi votre avis en commentaire, mais j'ai l'impression que tu ne pourras pas faire cohabiter Foden et De Bruyne au milieu de terrain. Foden, il a pris une autre dimension, et il a besoin d'être libre dans l'axe. De Bruyne aussi, et c'est compliqué de laisser cette liberté à deux joueurs. Je me demande s'il va pas devoir choisir cet été Guardiola. Parce que quand tu mets Foden sur un côté, il a moins d'influence. Et il est globalement moins bon. Non, Guardiola va devoir trouver des réponses, et je ne doute pas sur le fait qu'il va y parvenir. Hein. En tout cas, bravo United qui sauve sa saison, mais Ten Hag sauvera pas sa tête. Sancho est en finale de la Ligue des Champions, il l'avait mis au placard. Il a fait venir Onana et Anthony, ce sont des flops. Anthony, mais qu'est-ce que c'est, franchement, Anthony, c'est ce qui se fait pire chez les ailiers aujourd'hui. Alors, je tombe régulièrement sur Rafinha, du Barça, mais même s'il n'apporte pas ce qu'on espère qu'il apporte, il apporte quand même. Anthony, ce qu'il fait, c'est superflu, téléphoné, pas intéressant. Et il n'a pas progressé avec Ten Hag. Je dirais même qu'il est moins fort qu'à l'Ajax. Non, franchement, il y a plein de problèmes dans cette équipe. Et je dirais même dans ce club en général. Une séparation entre Ten Hag et United, pour moi, c'est une bonne chose pour les deux. Et moi, d'ailleurs, Ten Hag, j'aurais bien vu au Bayern de Munich. Alors, je sais qu'a priori, ça va pas se faire, parce qu'il se dit que ça devrait être Compagnie. Mais Ten Hag, je pense que ça aurait été un beau profil pour ce groupe. Voilà pour ce débrief, et on passe maintenant au match du PSG contre Lyon. Alors déjà sur ce match, ce qui m'a surpris, c'est l'avant-match. Je pense que ça va faire parler, même si je suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, bon, mais je pense que je vais en entendre parler. Ce que j'ai trouvé surprenant, c'est les interactions entre Emmanuel Macron et les joueurs. C'est là que tu vois qu'on est dans une autre époque. Quand j'étais petit, le président de la République, enfin je sais pas, il y avait une telle distance, je trouve, entre les joueurs et eux. Même tout le monde avait trouvé ça osé quand Jean-Pierre Papin avait fait la bise à Mitterrand. Et là, on a Macron qui parlait à certains joueurs comme si c'était des vieilles connaissances. Alors, je sais qu'il est jeune, etc. Je sais aussi que Mbappé est invité à l'Elysée, qui reçoit des appels pour rester au PSG. On savait même... bon, ça, on le savait. Mais d'autres, comme Cherki, c'était plus étonnant. A noter que, je sais pas si vous avez remarqué, Nasser, il a présenté Mbappé comme The Captain. Voilà, ils en sont là, à ne plus se nommer. Bon, bref, le match démarre. Et Lyon, ils n'existent pas en première mi-temps. Ils passent leur temps à courir après le ballon. Je connais pas bien cette équipe. Hein. J'ai pas beaucoup vu de matchs de Lyon cette année. Bien qu'ils ont fait de très bons résultats en deuxième partie de saison. Mais leur pressing n'est pas bon. Ils laissent trop d'espace à Paris au milieu. C'est pas coordonné. Quand on laisse une équipe comme le PSG avoir le ballon, ils s'en servent bien. Vitinha a encore été le patron au milieu. Franchement, c'est le joueur le plus régulier de cette équipe cette année. C'est le meilleur joueur de cette équipe, je dirais même, dans la régularité de ses prestations. Un autre qui a été très régulier cette année, malgré ses problèmes d'efficacité, c'est Dembélé. C'est lui qui a ouvert le score. Perry a fait une grosse erreur de lecture de trajectoire. Et Dembélé n'a plus qu'à finir tranquille. Où est le latéral gauche? Aucune idée. Aucune idée, c'est l'ailier droit qui s'est retrouvé sur lui.
qui s'est retrouvé sur Dembélé. Et au lieu de jouer le duel, lui, il a reculé du genre prends-la, c'est pour toi. J'ai pas compris ça. Il y a un autre truc que j'ai pas compris, c'est la tentative de petit pont de Cacré au milieu de terrain devant sa défense. J'ai pas compris à ce niveau de... Ah, moi, il m'arrive de tenter ça, mais bon, moi je suis au 5. Même si je déteste quand je tente ça et que j'y arrive pas. Même si ça passe aussi. Mais bon, c'est un truc que dans une compétition, tu fais pas ça, c'est risqué. Et lui, il l'a fait, même si c'est plutôt bien défendu derrière par Lyon. Notamment le latéral droit qui est bien placé quand Ruiz reçoit le ballon. Mais après le premier tir, la défense, elle est un peu en retard. Ils doivent être plus agressifs, doivent faire mieux pour l'empêcher de marquer. Et d'ailleurs, dans l'action, Mbappé s'est pris un tampon dans une faute antisportive. Je vais vous en parler dans le débrief de Leverkusen, ces fautes antisportives là. Quand le ballon est à droite, les mecs font des fautes à gauche. Comme l'arbitre regarde à droite, on voit pas ce qui se passe à gauche. Ah là, je déteste ce bail. Il s'est pris un tampon Mbappé là. Mais bon, le PSG mène 2-0. Jack O'Brien va réduire le score sur corner. Et globalement, le PSG a été en difficulté sur tous les corners. Alors sur le but, c'est Ruiz qui est au marquage de O'Brien. Il cherche même pas à jouer le ballon. Il essaie juste de le tenir et il est battu. Lyon a eu quelques opportunités malgré tout. Mais Donnarumma sur sa ligne a encore été très bon. C'est un des meilleurs joueurs, un des meilleurs gardiens sur sa ligne. Donnarumma, je sais qu'il est très critiqué. Oui, il faut prendre un autre gardien. Bon, c'est un joueur de 25 ans, il va progresser. Le jeu au pied, c'est pas le plus difficile. Il peut le travailler, c'est un truc qui se travaille. Il peut s'améliorer. Et quand sur sa ligne, t'es déjà très bon, bah voilà quoi. Et là, en l'occurrence, il les a encore sauvés. Parce qu'il a été vraiment très bon sur sa ligne. Et la Casette a manqué de fraîcheur, je trouve, après avoir beaucoup couru sans le ballon. Donc sur ses tirs, il a eu une bonne occasion, il a un tir pied gauche. Et après, le PSG a éteint Lyon. Voilà, ils étaient cuits. Dans le pressing, ils ne faisaient pas monter la dernière ligne pour aller gêner le PSG. Alors, ma théorie, c'est qu'ils avaient trop peur du trio d'attaquants du PSG, d'être pris dans le dos, parce que sinon, ça va super vite. Donc, ils ont essayé de presser l'attaque et le milieu. Non, ils ont essayé de presser avec leur attaque et le milieu, mais il y avait trop d'espace entre le milieu et la défense, donc pas assez de densité. Donc, facile de faire un pressing. Ta défense, elle doit être plus haute. T'as la dernière ligne défensive, elle doit être plus haute. Mbappé avait l'air content après le match. Ouais, après, je sais pas, c'est bizarre. Je vais pas dire que sa joie, elle était feinte, mais je sais pas, j'ai pas senti une grande allégresse. Ni du reste du groupe d'ailleurs, pas que Mbappé. J'ai le sentiment que, je sais pas, quand je les ai vus, voilà, ils ont fait le travail. Et c'est pas plus mal, mais ils ont fait le travail. Et puis après, ils ont fêté parce qu'il fallait fêter, que c'était le travail. Mais je pense qu'ils savent qu'ils sont au-dessus. Ça dit beaucoup de choses sur le football d'aujourd'hui et l'écart entre le PSG et le reste de la France. Toujours pas de Kolo Muani. Et encore une fois, je me répète, mais je me demande ce qu'il fait dans la liste de Deschamps. À part, oui, il fait partie du groupe France, d'accord. Mais d'un point de vue foot. Moi, je pense qu'il va probablement se retrouver déclassé pendant l'Euro. S'il n'est pas coupé avant. Parce que tu peux encore modifier ta liste, mais... dans les matchs amicaux, s'il n'est pas bon dès le départ, dans les minutes qui vont lui être offertes par Deschamps, on le verra quasiment pas de l'Euro, je pense. Il mettra probablement Barcola, qui est sorti avec des crampes. Je sais pas si c'était une crampe ou une petite contracture ou si c'était rien du tout. Je sais pas. C'était ça. Il y a des gens qui étaient un peu inquiets. Les commentateurs, ils étaient un peu inquiets. Mais bon, ça avait l'air d'être des crampes. J'espère que c'est rien de grave. Mais a priori, Barcola va lui passer devant dans la hiérarchie. Voilà pour ce que je pouvais dire sur cette finale. Après, un mot sur Leverkusen. Franchement, ça ronronne. Ça ronronne, ils jouent tranquille. Je comprends un peu les critiques finalement qu'il y a eu sur leur jeu depuis 2024. Moi, je me disais... Bon, ils gagnent, pourquoi ils gagnent ou ils font match nul, ils perdent pas, bon, pourquoi tout le monde s'acharne, enfin, pourquoi il y en a certains qui s'acharnent sur eux. Bon, j'avoue, j'ai pas vu tous les matchs de Leverkusen, mais tu sais, quand tu vois cette série de matchs sans défaite, de loin, tu te dis c'est qu'ils sont super forts, parce que tu vois les résumés, etc.
Alors quand tu vois qu'ils ont gagné plein de matchs ou égalisé dans les arrêts de jeu, bon, tu commences à te dire que certes c'est solide, mais c'est pas ultra dominateur. Et puis il y a eu cette claque contre l'Atalanta. Et on se demandait comment ils allaient réagir. Moi j'ai l'impression, en voyant ce match, qu'ils sont un peu fatigués nos amis. Alors c'était bien, il était diffusé sur l'équipe. Et t'as pas besoin forcément de t'abonner et tout, tu pouvais le voir. Parce que franchement, je me demande s'ils sont pas fatigués parce qu'il y avait certains choix suspects en attaque. On sentait encore du stress et de l'appréhension. Et c'est sur un but de loin d'ailleurs qu'ils ont gagné cette finale, hein, de Granit Xhaka. Un beau but d'ailleurs, hein, en une touche du gauche. Superbe but, même s'ils ont fini le match à 10. Oh, la faute elle est grossière là avec le pied devant. Bon. En tout cas, ils ont réussi à gagner un doublé historique. Franchement, c'est une saison historique. Doublé Coupe Championnat sans avoir perdu un seul match sur la scène nationale. C'est historique. Tout championnat confondu. Mais c'est vrai que dans le jeu, je trouve qu'ils sont moins convaincants qu'en début de saison, par exemple. Les débuts de saison, quand ils jouaient impressionnant. Regardez, vous pouvez trouver quelques séances d'entraînement de Xabi Alonso. C'est très intéressant ce qu'il fait. J'ai repris certaines choses, c'est très intéressant ce qu'il fait à l'entraînement. En tout cas, j'ai trouvé que c'était moins convaincant qu'en début de saison. En tout cas, sur les 43 minutes qu'ils ont joué à 11 contre 11. Parce qu'après, ils étaient à 10 contre 11. Bon, là, c'était autre chose. Voilà ce que je pouvais dire sur ce jour de Coupe nationale. Je me suis régalé hein, entre les matchs. J'ai même eu le temps d'aller au 5. Merci d'avoir suivi ces 3 débriefs. Même si celui de Leverkusen était beaucoup plus court hein, et pas vraiment grand chose à dire. Faut dire qu'il s'est pas passé beaucoup de choses dans le match. La suite de France-Brésil côté Brésil est terminée. Elle est en phase de relecture parce que je ne suis pas brésilien. Hein, et je veux être sûr que les traductions sont correctes. Et comme cette partie 3 fait 40 minutes, je vais encore revoir le découpage et couper la vidéo. Donc pour les plus observateurs, vous avez remarqué que le premier visuel qui était sorti il y avait dessus, il y avait que Romario et Zagallo. Ensuite, le deuxième visuel qui était sorti, il y avait Romario, Zagallo et Giovanni. Et finalement, comme je vais couper la vidéo en deux, la partie sur Giovanni sera sera coupée finalement. Je vais couper en deux parce que c'est trop long, 40 minutes. Je sais qu'il y en a plein qui vont lâcher, ils vont pas tenir. Donc je préfère faire des petites parties, mais au moins que ce soit suivi, que faire une grande et puis qu'il y en ait 3-4 qui suivent parce que voilà, aujourd'hui le niveau d'attention n'est pas ce qu'il est. Et c'est plus compliqué de tenir sur des sujets comme ça pendant 40 minutes. Quoi. Donc voilà, du coup vous aurez 2 épisodes à venir coup sur coup. Je compte sur votre soutien. Vous m'avez envoyé de très bons retours sur les autres épisodes et ça m'a motivé. Vous allez apprendre plein de choses. Parce que même moi, en faisant ces vidéos, j'ai appris plein de choses. Ouh, je savais pas ça. Merci à tous et à très bientôt. O Zagallo ia terminar a data para você fazer a inscrição. Aí o Zagallo perguntou ao Lídio: Ô Lídio, quando que o Romário vai começar a treinar com a gente? Olha, não sei. Como não sei? O primeiro contra a Escócia. Ele não pode jogar. O outro não pode jogar. Quando que ele pode jogar? Ah, não sei.